Mon grand-père était jardinier. Et ma mère, qui a hérité de son père du jardin, était aussi jardinière. Et nous étions une famille de 5 enfants. Et pour arriver à joindre les deux bouts, il fallait aider les parents aux tâches ménagères, mais aussi au jardin. Donc, enfant, j'ai beaucoup travaillé dans un jardin. Nous, on travaille à 2, au minimum, et de temps en temps, il y a la participation des enfants. Quand on les frappe. Dès qu'on arrivait de l'école, on allait au jardin, surtout l'été. J'avais un frère âgé, beaucoup plus âgé que moi, et donc lui il faisait les travaux les plus pénibles. Et moi j'essayais de me défiler quand il fallait bêcher le jardin, retourner la terre, porter des brouettes de terre ou d'herbe. Alors j'essayais de faire ce qui était le moins fatigable. Donc j'arrosais, c'était assez facile d'arroser. Il fallait arracher l'herbe aussi, les mauvaises herbes. Ça a été plutôt un apprentissage sur le tas, avec, bon, dans mes débuts, j'ai eu la chance dans le village où j'étais, à 40 km de là, d'avoir eu la participation de 2 grands anciens qui, je ne sais pourquoi, se sont proposés pour à la fois m'apprendre quelques petites vieilles techniques culturales, c'est-à-dire par exemple le greffage en place, qui n'est plus pratiqué maintenant. Ça, c'était une chose qu'on m'a appris, plus la taille, un autre ancien m'a appris la taille et tout. On produisait pour la maison, mais surtout pour vendre, surtout l'été. On vendait les légumes, alors on avait toutes sortes de légumes, salades, radis, aubergines, tomates, épinards, scorsonnaires, etc. Que l'on vendait aux gens qui habitaient le quartier. Et ce qui restait, on allait le vendre au marché en gros. Et il fallait porter les légumes au marché. Et avec mon frère aîné, on mettait ça sur un charreton, parce qu'on n'avait pas le permis de conduire. Et on portait les légumes à vendre au marché, qui se trouvait, si vous connaissez Montpellier, à l'époque, ça se trouvait là où il y a la préfecture. Par exemple, les haricots verts, quand il y avait des haricots verts. Eh bien, les premiers haricots verts, les prix étaient élevés. Alors nous, on ne les mangeait pas. On les vendait aux voisins ou au marché, et quand la production était importante, que les cours au marché baissaient, alors on se permettait à la maison de manger les haricots verts. Il y a une partie qui est livrée directement à 9 h au magasin bio Distribio de Pézenas, et puis on a aussi des livraisons pour des particuliers. Et puis notre consommation personnelle. Et après, notre deuxième jour, en fait, elle est prévue pour 2 maraîchères qui sont installées à Agde, qui le revendent. Voilà, elles ont un système de panier de distribution un peu épicerie. Et donc, elles nous prennent une certaine quantité. Et le reste, c'est pour le marché du samedi matin à Pézenas. Et aussi, on a des particuliers qui viennent le vendredi soir. On plantait dans ce qu'on appelait des carrés. C'était pas carré, c'était rectangulaire. Ça porte aussi une table, on dit. Donc c'était des carrés de légumes qui faisaient à peu près cette largeur et 2 fois la longueur de cette pièce-là. Et alors ces carrés étaient bien de niveau pour qu'on arrosait par... on inondait, donc il fallait que ça soit vraiment très plat et que ça n'y ait pas des bosses, des trous, des bosses. Donc une fois qu'une table, un carré, on avait tout récolté, plus de radis, on labourait et on replantait. Les carrés de tomates, les tomates étaient plantées en ligne sur 1 mètre de large. Et entre les tomates, on labourait, on plantait des radis. On utilisait au maximum tous les espaces. Donc ce qu'on faisait, on faisait tourner. Donc on ne plantait pas les salades toujours à la même endroit. On déplaçait. C'est pour ça qu'il y avait des tables et on savait que cette année il y avait les tomates là, l'année prochaine sur chaque fois on déplaçait.
parce qu'on savait que les tomates, vous savez que c'est une plante qui enrichit le sol, l'azote, donc ça permettait d'enrichir le sol. Donc on a un peu diversifié nos cultures. Donc ici on a essentiellement du vin, bon il y a quelques cuves dans lesquelles il y a du blé, dans celle-ci aussi. Et voilà, donc on a un petit peu changé nos activités il y a à peu près 5 ans. Plus on travaille en monoculture et plus on s'attire des problèmes. La spécialisation fait que sur un seul type de travail cultural, vous allez avoir effectivement la possibilité d'avoir des problèmes de propagation de maladies, qu'elles soient parasitaires ou autres. Voilà. Donc ce qui est important, c'est justement d'avoir une variété, une polyculture. Élevage, c'est l'idéal. C'est-à-dire polyculture, vous avez soit donc des espaces comme ça sauvages, soit bon, nous on a des arbres à droite, à gauche, etc. Et en plus la présence d'animaux qui font qu'il y a un autre règne. Il n'y a pas que le règne végétal, il y a le règne animal et le règne minéral aussi dont il faut tenir compte. Et tout ça, ça fait partie d'un équilibre qui régule un peu les problèmes d'invasion ou de parasitisme. Je trouve que maintenant, quand on va au supermarché, il y a beaucoup de légumes que je ne connaissais pas à l'époque. Les choux raves, tout ça. Là. Bon, nous, on ne plantait pas ça. Par contre, on avait alors, des artichauts, on en voit beaucoup. Ce qu'on avait, des scorsonnaires qu'on voit peu sur les marchés. Il y avait ce qu'on appelait les cardes, qui est une espèce de la famille des artichauts, qui était excellent. Des épinards tétragones. Le salade, non, c'était la rougette de Montpellier, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait? L'escarole, les frisés. On prenait la salade, elle s'étend comme ça, on la prenait et on faisait une ligature de façon de la serrer pour que le cœur devienne blanc. On avait une petite serre, mais dans la serre, on faisait surtout des fleurs. Alors, du fumier, nous on utilisait le fumier, ce qu'on appelle le migou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les pêtes de mouton. Le fumier de mouton, c'est un terme occitan, le migou. Donc on achetait ça par sac. Ce que certains jardiniers utilisaient, c'était du compost qui provenait en fait des ordures de la ville. Dans un domaine comme le nôtre, il suffit d'avoir des animaux, de faire son compost et on n'a pas besoin d'engrais chimiques déjà. À l'époque, du temps de mon grand-père et de ma mère, ils avaient un cheval, qui, je vous avais dit, pour faire tourner, pour monter l'eau du puits, et pour labourer. Donc, il versait la terre, et avec la bêche, il fallait couper les mottes pour que ça soit... et puis avec le gros râteau, et le râteau ratissé, que ça soit propre. Jeune, moi, on a commencé à retourner il n'y avait plus le cheval, on tournait la terre à la bêche, mais 6000 mètres carrés à la bêche, ça, il faut passer... Alors après, mon père avait acheté un vieux motoculteur d'occasion, là, un Simard, c'était une marque très connue à l'époque, là, et on labourait avec le motoculteur. C'était dans les années 50, 55. Physiquement, voilà, en gros, un travail de labour avec un cheval, j'avais calculé en gros que ça me mettait 5 fois plus de temps qu'un tracteur. Mais le travail n'est pas du tout le même. Et puis surtout, il faut savoir qu'au niveau de la participation physique, ça vous fait prendre conscience un peu de l'échelle humaine. Hein, c'est-à-dire que vous n'envisagez pas de prendre 50 hectares. Vous calmez le jeu de suite. C'était des surfaces moyennes qui permettaient de faire vivre une famille. Les jardins, ils étaient entre 6000 mètres carrés à 1 hectare.
C'était pas ces grands champs qu'on voit actuellement. Parce que déjà, je vous assure qu'avec 5 hectares à travailler, déjà, moi c'est simple, une journée de travail de 7 heures de labour avec un cheval, ça représente entre 25 et 30 km à pied. Voilà. Donc, puisque on marche à pied, hein, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas tout ça. Donc le cheval tire la charrue, c'est lui qui bosse le plus, mais derrière, il faut tenir la charrue et il faut marcher. Donc ça fait 30 bornes par jour. Je peux vous dire qu'après, vous ne faites pas de footing. Depuis 10 ans, il y a quand même un renouveau de l'attraction animale. Il y a des jeunes qui reprennent et ça me fait bien plaisir. Et bon, c'est vrai que c'est surtout dans les domaines viticoles. Il y en a beaucoup qui ont compris qu'il y avait un intérêt déjà agronomique. Et puis, il y a l'intérêt global donc, dans la structure d'un domaine, hein, puisqu'il y a l'apport de fumier, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui se passe dans ce dynamisme-là, hein, de l'équilibre vivant. La poussée des produits chimiques, ça a commencé dans les années 60-70. Hein. Les tomates, des fois, quand ça rouillait un peu, on passait sulfate de recul. C'est tout ce qu'on passait. Et sur les pommes de terre, parce qu'il y avait 2 grands carrés de pommes de terre, parce qu'il fallait avoir des pommes de terre pour tout l'hiver, il y avait les dorifores. Alors, bon, on essayait de les enlever à la main et des fois mon père traitait avec un produit, je ne sais pas si c'était une saloperie sûrement, mais c'était pas ces produits, c'était, comment ça s'appelait là, la nicotine, ce qu'il y a dans le tabac, hein, la nicotine. On n'avait pas d'insecticides, mais par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup de les galinettes, là, les coccinelles, on appelait ça les galinettes, là. Quelles sont les maladies que vous rencontrez? Dans le blé, aucune pour le moment. Parce que, en fait, le principe est de garder une terre saine, pas de l'exploiter et de l'appauvrir. Donc, à partir du moment où la terre est enrichie avec du compost, en fait, et qu'on ne sème pas non plus à de trop gros rendements, on a toutes les chances d'avoir un blé sain. Donc, on ne rencontre pas de maladies. Donc il y avait un équilibre quand même. Il y avait quelques maladies, mais quand c'est des petites surfaces, que c'est soigné, qu'on s'occupe de ça, on n'avait pas ces maladies qu'on a et qu'on a augmenté le fait d'utiliser les produits chimiques. Vous souciez-vous de préserver le futur? On ne s'est pas ce problème. On était en harmonie, je pense qu'on vivait en harmonie avec la nature. On mangeait des tomates l'été. L'hiver, on ne mangeait pas de tomates. Haricots l'été, pas l'hiver, il n'y en avait pas. Mais on mangeait des carpes ou des artichauts l'hiver. On a tellement déséquilibré la nature au vote que la nature par elle-même ne fait pas son boulot. Elle a été déséquilibré, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de virus, il y a beaucoup de champignons, il y a beaucoup de trucs qui font qu'on a des fruits un peu biscornus. Autrefois, c'était peut-être pas aussi beau que maintenant, ces fruits, ces tomates-là, bien rondes, bien rouges, mais elles avaient un aspect qu'on avait envie de les manger. On a déjà gardé un pain rond, par exemple, 3 semaines. Il faut savoir qu'en fait, dans l'industrie, les farines, elles sont faites à partir de rouleaux. Donc, au lieu que le grain, ce qui paraîtrait logique, soit usé petit à petit, en fait, entre les 2 pierres, non, il est écrasé. Et en fait, ils ont ce système-là pour pouvoir expulser, parce que quand le grain est écrasé, en fait, il ne sort que le gluten, ce qui fait la baguette hyper souple. Mais on perd toutes les parties importantes qui sont justement entre le gluten et l'enveloppe extérieure. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une farine, pour nous, qui est complète, mais sans le son. Voilà, après il y a un système pour régler le débit. Selon comment on le règle, ça va plus ou moins vite. Donc là, il y a une bière fixe, une bière qui tourne. Donc ce sont des pierres qui
sont taillés de façon à allumer le grain petit à petit. Et après, ça tombe dans la buterie. C'est tamisé. C'est un tamis exprès pour une farine de type 80. Et donc après, voilà, on va récupérer la farine là-dessous. C'est une farine qui paraît assez blanche, malgré que... Un bon pain bio, c'est d'abord bon, parce que la céréale est bonne, parce qu'il a du goût, parce que souvent ce sont des variétés anciennes, et donc ça va être quelque chose de goûteux. Vous avez les pains cuits de ce matin, ici, et quand ils seront un peu plus froids, si ça vous dit, je vous les ferai déguster. Mais en attendant, je vous ai fait des pains au raisin si vous avez faim. En fait, le résultat des légumes de l'agriculture biologique sont bien meilleurs que mais en plus, avec tous les traitements qu'on fait là, on s'empoisonne. Le mieux, c'est d'aller dans le sens où la terre et le produit qu'on va produire soient sains, soient bons. Et donc, à partir du moment où on a ce réflexe et qu'on pense plus au bien-être de l'autre qui va partager ce produit, enfin, on ne peut pas envisager de mettre un produit chimique qui va faire une production plus intensive, qui va salir la terre et qui va d'autant plus après, enfin, à long terme, d'ailleurs on le voit encore maintenant, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, je pense que cultiver en bio, c'est le mieux pour nous, pour l'homme et pour l'avenir. Voilà, donc on ne conçoit pas de faire autrement. Pour ne pas avaler de ces produits chimiques, il faudrait que vous enleviez la peau sur 1 centimètre. C'est important pour nous de communiquer sur ce qu'on fait. Je pense qu'on ne pourrait pas le faire de la même façon si on savait qu'on intoxiquait les clients. C'est pas possible. Donc voilà, c'est un choix de partage de vie. Donc voilà, c'est un souci aussi, c'est une conscience. Je pense qu'il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Vous avez vu ces problèmes de ces agriculteurs qui traitaient avec les produits chimiques, qui ont eu des cancers, des trucs... bon, c'est pas... Bon, moi j'étais scientifique. J'avais fait une maîtrise de chimie-physiologie, donc j'ai fait beaucoup de chimie. On croyait que c'était la panacée, mais en fait, on a été des apprentis sorciers parce que c'est comme les médicaments, il faut expérimenter sur des petites surfaces et puis voir ce que ça va donner à long terme. Parce que c'est le problème des OGM, en disant oui, on augmente la production de ça peut-être les premières années, mais les OGM ou les traitements sur le coton ou autre, c'est un désastre. On appauvrit les terres. Donc je crois qu'il faut avoir, avant de se lancer sur le truc, être sûr que le positif l'emporte sur le négatif. Il y en a qui freinent. Bon, les consommateurs, ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de cancers, il y a de plus en plus de ceci. Est-ce que c'est lié à ces produits chimiques? Donc il y a une prise de conscience en disant mollo, essayons de revenir un peu à la sagesse. Ça fait que 50 ans. Hein. Moi, je vous ai parlé de ma jeunesse, donc j'ai 70 ans, quand j'avais 20 ans. Mais à 50 ans, il s'est produit une flambée de la connaissance. On est allé trop vite. Moi, j'ai commencé il y a 35 ans en bio. J'ai jamais travaillé en chimie. Donc, j'estime qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a que des avantages dans la mesure où que ce soit mes enfants ou les animaux qui y vivent peuvent absolument cueillir n'importe quoi comme fruit. Ils ne peuvent pas s'empoisonner. En agriculture chimique, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que pendant les vendanges, un viticulteur dira à l'équipe qui est susceptible de prendre des raisins à droite ou à gauche, de dire surtout ne mangez pas de raisins. La culture chimique, c'est un apport d'engrais industriel, artificiel, donc azote, phosphore et potasse, et qui est directement soluble. Donc la plante, elle ne peut faire qu'une seule chose, c'est accepter ce qu'on lui donne. Il n'y a pas possibilité
donc de se nourrir en fonction de ses besoins. Alors que quand il y a un sol vivant, le sol vivant permet, avec le développement racinaire, la plante, elle peut aller chercher ce qui lui convient, ce dont elle a besoin pour évoluer. Si vous voulez, en chimie, vu la façon artificielle de pousser les plantes, ils ont une durée de vie beaucoup plus limitée. Si vous voulez, moi, quand j'ai commencé à bosser, j'ai bossé donc il y a 35 ans en gros avec des vignes anciennes, elles avaient 100 ans. Celles-là, elles ne tiendront jamais 100 ans. Parce qu'elles ont été tellement sollicitées au départ qu'elles ne peuvent plus fournir. Donc, la terre, elle est très généreuse parce que malgré les mauvais traitements, si de nouveau on s'applique à la faire fonctionner comme elle devrait, c'est-à-dire en lui redonnant la vie par les micro-organismes et tout, et elle redonne encore et elle remonte. Voilà. C'est intéressant de faire le jardinage. Je vous recommande, ça fait du bien. Pendant qu'on pioche ou autre, on peut réfléchir, penser. Avant de commencer à travailler sur l'agriculture biologique, je pensais que c'était vraiment une agriculture contraignante, que c'était plus long et plus difficile. Et maintenant, je me suis rendu compte que c'était une agriculture pour l'avenir, qui était meilleure pour la santé et meilleure pour la terre aussi. Je pensais que l'agriculture biologique, c'était une agriculture pratiquée que par certains professionnels et que ça ne faisait pas le poids par rapport aux industries, aux grandes industries. Je l'associais plutôt, le mot agriculture biologique, je l'associais à chimique, jachère, OGM, pesticides, alors que je pense qu'on pourrait plutôt l'associer à sain, santé, équilibre et nature, respect de la nature. Je pensais aussi que c'était un mode de culture, simplement un mode de culture différent, alors que maintenant je pense plutôt que c'est un mode de vie. J'ai juste été confortée dans l'idée que l'agriculture biologique est un secteur d'avenir et qu'il faut s'en préoccuper, sinon le monde courra à sa perte. Selon moi, depuis le début, l'agriculture biologique est un secteur dans lequel on devrait plus investir, un secteur plus sûr et dans un sens plus productif. J'ai juste entendu de la bouche de professionnels, si je puis dire, que c'est bien cette agriculture qui peut en définitive nous permettre de donner à manger à la terre pour les années qui vont suivre. Avant les travaux que nous avons faits, je voyais l'agriculture biologique comme quelque chose de très contraignant et je n'y voyais comme avantage qu'une meilleure qualité. Et maintenant je vois vraiment l'avantage qu'il y a sur la longévité et le travail avec la terre. Alors au début, moi je pensais que manger bio c'était plus un effet de mode que de la bonne nourriture. Et je pensais aussi que les aliments bio c'était surtout cher et donc rare et du coup cher. On a choisi d'avoir un prix, je pense, abordable, qui est 5 € le kilo. Ça paraît plus parce qu'on dit 5 €, mais en fait revenu au kilo pour certaines baguettes, si vous le remettez au prix du kilo, ça fait presque 6 € une baguette, pas terrible en fin de compte. Mais en fait, après avoir travaillé sur le projet, je me suis rendu compte que c'était un respect continuel de la nature et par la suite donc un respect de l'homme. Et du coup, ce n'est plus un effet de mode, c'est juste le fait de se nourrir sainement pour être en bonne santé et être en harmonie avec la nature. Avant nos travaux, je pensais que l'agriculture biologique pouvait entraîner beaucoup plus de maladies au niveau des cultures par rapport à l'agriculture chimique. Mais j'ai appris que c'était le contraire, que l'agriculture chimique engendrait beaucoup plus de maladies que l'agriculture biologique au niveau des sols et des animaux. Donc au début, je pensais juste que l'agriculture biologique, c'était une agriculture sans pesticides et sans OGM. Mais maintenant, je pense que c'est une solution durable pour l'avenir.